Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec laquelle je vais conclure cette première série en vous parlant un petit peu des bonnes pratiques en programmation. Mon intention n'est pas de vous faire une liste exhaustive de bonnes pratiques, mais plutôt, d'une part, d'attirer votre attention sur le fait que c'est important, d'autre part, mettre le focus sur quelques bonnes habitudes que vous pouvez prendre d'ores et déjà. Je vais commencer par répondre à une remarque que j'entends souvent. Les bonnes pratiques, ça prend du temps. Eh bien c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Voici un diagramme qui résume ce qu'est le travail d'un développeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un développeur, Jeff Atwood, qui l'a publié sur son blog. Alors, même si les chiffres peuvent varier un petit peu d'un développeur à l'autre, il apparaît quand même que écrire ne sera pas votre seule activité. Vous aurez également à lire et à comprendre du code que vous aurez écrit, mais également du code qui a été écrit par d'autres. Or, un code mal écrit, c'est un code qui est difficile à comprendre. Il faut donc plus de temps et d'énergie pour le lire et le comprendre, ce qui génère une perte de temps non négligeable. Un code bien écrit, en revanche, vous fait gagner du temps. Et bien écrire son code ne prend pas plus de temps, à condition de le faire dès le début. Je vais passer en revue 4 points, 4 bonnes pratiques que je veux que vous suiviez dans les semaines à venir. La première chose, il faut apporter du soin au choix des noms que vous donnez à vos variables, à vos fonctions, à vos paramètres, etc. Ces noms doivent être prononçables, faciles à retenir, explicites. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Voici un exemple de code. La première variable, largfne égale 15, n'est ni prononçable ni explicite. Préférez appeler votre variable largeur fenêtre, par exemple, si cette variable est censée modéliser la largeur de votre fenêtre. De la même façon, si vous voulez modéliser une adresse avec une chaîne de caractères, n'appelez pas cette adresse A, appelez-la adresse. Enfin, le nom de vos variables doivent être cohérentes. Par exemple, vous ne pouvez pas appeler une liste 5. 5 est un nombre entier, ce n'est pas une liste, ça rend le code très difficile à comprendre. De la même façon, i est réservé aux indices dans une liste ou dans un tuple, mais en aucun cas vous ne pouvez utiliser i pour lui affecter une chaîne de caractères Bob par exemple. Deuxième point important, chaque fonction doit être documentée. Il n'est pas question d'écrire un roman pour chaque fonction, mais on doit pouvoir comprendre en quelques secondes ce que chaque fonction fait sans avoir besoin de lire le code. 3 choses donc à ne pas négliger, le nom de la fonction, le nom des paramètres et la documentation. Un autre point important est le découpage du code. Plus un code est structuré, plus il est compréhensible, facile à débugger, facile à faire évoluer. Et structurer son code, ça commence par découper toutes vos fonctions en micro-fonctions. Ça présente plusieurs intérêts. Première chose, le code d'une fonction doit tenir entièrement sur un écran de façon à pouvoir lire la totalité de son code sans avoir besoin de scroller. Le code est ainsi plus facile à lire et donc plus facile à comprendre. Mais il est aussi plus facile à coder. Coder une micro-fonction est une tâche relativement simple. Un petit exemple pour préciser ce que j'entends par découper votre code en micro-fonctions. Voici le code d'une fonction relativement longue. Alors, ce code n'est pourtant pas très compliqué, mais on peut grandement le simplifier et grandement faciliter sa compréhension et son écriture. Vous voyez ici plusieurs if imbriqués, par exemple. Ce n'est pas si difficile, mais on peut facilement se perdre. Cette façon de coder génère facilement des bugs, une simple erreur d'indentation, par exemple, et tout est faux. On peut structurer ce code en découpant en 3 fonctions. Je vous montre. Ici, j'ai découpé le code en 3 fonctions. Il n'y a donc plus de if imbriqués, par exemple. Chaque fonction réalise une micro-tâche. Elles sont très simples à lire et très simples à coder. Je passe assez vite, mais vous pouvez utiliser la touche pause si vous voulez avoir plus de temps pour examiner ce code. Je vais terminer par les commentaires. Les commentaires sont essentiels pour éclairer, pour expliquer le code. Mais ils ne sont pas forcément nécessaires. On les utilise lorsque le code est compliqué à comprendre. Le commentaire est alors là pour faciliter la lecture du code. On peut également utiliser un commentaire pour, par exemple, expliquer le choix d'une structure de données. On peut aussi utiliser un commentaire pour justifier un choix qui peut sembler bizarre à première vue, mais un choix qui a été mûrement réfléchi. Enfin,
Vous pouvez utiliser un commentaire pour donner un ou plusieurs exemples qui permettent de mieux comprendre votre code. Vos commentaires ne doivent en aucun cas ralentir la lecture du code. Enfoncer des portes ouvertes est une perte de temps à écrire et à lire. Un petit bilan provisoire sur ces bonnes pratiques. La liste des bonnes pratiques en programmation est très longue, mais voici 4 bonnes pratiques que je veux que vous suiviez pour les semaines à venir. Le nom des variables et des fonctions doit être explicite. Chaque fonction doit réaliser une tâche clairement identifiée. Soignez votre documentation. Découpez votre code. Chaque fonction doit réaliser une micro-tâche. Et votre code doit être commenté, mais seulement si c'est nécessaire. Eh bien, cette vidéo et ce premier cours est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.